Je suis née à Genelard, à la ferme de l'Écart, le 22 décembre 1936. J'ai eu trois frères, Maurice, Henri, André. C'était moi la plus âgée, il m'a tout pris. Mes parents étaient fermiers. Hein? On était deux familles ensemble, les deux frères que tenait la ferme, donc on se trouvait tout le temps une dizaine à table tous les jours. Entre la grand-mère et le grand-père, qui est décédé en 40, la grand-mère est restée la patronne, c'est elle qui révisait tout le manger, tout. On avait un commis de ferme, mon oncle et mon papa travaillaient ensemble dans la même ferme, donc ils ont eu leurs enfants, on était comme si on était tous frères et sœurs, même que c'était des cousins. Tu veux que je te dise une anecdote d'école un petit peu coquine? Oui? Alors tu sais pas, pendant la guerre, il y avait des provisions qui étaient données par je sais pas qui. Toi, des noix, du chocolat. Et nous, j'avais 10 ans dans le moment. On arrivait devant la maîtresse que distribuait. On avait notre petit tablier qu'on tendait, elle nous mettait les noix. Mais quand elle arrivait devant les filles de ferme, elle disait « Non, pas à toi, tu n'en as pas besoin, tu es en ferme. » Mais quand tu as 10 ans, ça fait mal. Alors un jour, je me suis vengée. Je vais t'expliquer. C'était toujours le moment des restrictions après la guerre. Ma maman m'avait donné un panier, pas un panier, un sac avec une douzaine d'œufs dedans. Pour me venger, j'ai fait tourner le sac d'œufs tout le temps que j'ai marché. Et quand je suis arrivée à l'école, j'ai dit à ma maîtresse, « Voilà, mademoiselle, ma maman vous envoie des œufs. Mais moi, je vous ai fait l'omelette. » Je te dis pas la suite, hein. Je m'étais vengée. À cause qu'elle ne m'avait pas donné de noix ni de chocolat, je l'avais eu. Ça fait mal au cœur quand tu as 10 ans qu'on te dit « pas pour toi, des noix, t'en voyais point, du chocolat, t'en voyais point ». On mangeait bien à la ferme, on ne peut pas dire qu'on a souffert de la faim. Mais enfin, c'était des choses qu'on ne voyait pas, ça. Et je te dirais, est-ce que je peux me permettre de dire qu'à Genelard, nous avions deux écoles. On avait l'école libre et l'école laïque. Et à l'école libre, avec le retard, le recul, je me suis aperçue de certaines choses qui n'étaient pas tellement très bien. Le lundi matin, quand on arrivait à l'école, les dimanches, on allait au patronage, les écoles libres, dans le parc du château. Et le lundi matin, on avait la maîtresse qui nous faisait une leçon de politesse, d'exactitude, tout. Elle nous disait « J'espère qu'hier, vous n'avez pas parlé aux filles de l'école laïque. » Je dis « Regarde un peu. » Nous, à 10 ans, bien sûr, j'avais quelqu'un derrière moi à l'église qui était de l'école laïque, on n'y disait jamais bonjour. Et ça, c'est malheureux de le dire, mais ça fait un peu la division de Genelard. Tu avais les écoles laïques qui nous appelaient les cubénis, parce qu'on allait à l'école libre. Hein, l'école libre, tu sais ce que c'est. C'est l'école où il y a... Je dis pas qu'on était plus argentés que les autres, mais c'était les fermiers, c'était les commerçants, que sur l'école laïque, c'était plus classique. Eh bien, ça fait beaucoup de tort dans le pays. Mais tu vois, ce qui a ramené que les gens se sont raccordés, c'est les clubs, qu'ils ont organisé des clubs des anciens. Et là, tout le monde s'est racoquillé. Mais il y a toujours eu un petit froid. Et c'est venait de ce truc des écoles. Voilà. Et ça marque ça. On était métayers. Tu sais ce que ça veut dire un métayer? La ferme, elle est au château. Et quand on vendait une bête, il y en avait moitié pour le château et moitié pour le fermier. Quand il y avait des réparations, il y en avait moitié pour le château, moitié pour le fermier. On était métayers. C'était pas un fermier, c'était métayer. Il n'y en avait pas beaucoup à Genelard. Je pense qu'il y avait rien que la ferme de l'Écart qui était métayer. On avait 100 hectares. C'était une des plus grandes fermes de Genelard et la mieux desservie parce qu'on était
au bord de route, que dans les autres fermes, tu passais dans des prés de... J'étais en campagne, que nous, on était en bord de route. Moi, je me rappelle avec mon papa d'avoir été labouré, de mener le cheval. Qu'est-ce que je veux dire? On faisait les foins avec les chevaux. Tu vois, ça, on s'est modernisé longtemps après. Et le tracteur à la ferme est rentré avant la voiture. Tu sais, les hommes se servaient d'abord. On avait des bêtes, des charolaises, quoi. On faisait, ils appelaient ça les chatrons qu'on vendait à la fin de l'année. Mais autrement, on vivait avec les femmes, on vivait avec ce qu'on faisait. Le beurre, les fromages, les œufs, tu vois, on vivait avec ça. Que la grosse vente se faisait en fin d'année quand ils vendaient les bœufs. Voilà. Alors, je te dis, à la ferme, tu avais le grand-père et la grand-mère. Et une arrière-grand-mère. Le grand-père est mort en 40. L'arrière-grand-mère est morte en 45. Et l'autre grand-mère est morte bien plus tard. Hein. Mais on était tous sur la même table. On avait des tables tous les jours de 8 à 10 personnes. On avait une table qui faisait presque 4 mètres de long. C'était une maie. Est-ce que tu veux que je t'explique l'histoire? Pendant la guerre, je peux là? Pendant la guerre, on a eu la commandature. Tu sais ce que c'est la commandature? Et le commandant, il avait coupé la maison en deux, pour ainsi dire, pour avoir ses appartements d'un côté, et il nous avait logés sur l'autre côté, de monter les escaliers, chacun de son côté. Et la commandature était là. Et le commandant, il mangeait avec nous tous les jours sur cette table, qui était une maie. Et ces soldats étaient dans la cour, peut-être qu'ils logeaient dans le château, je ne sais pas, mais ils étaient chez nous dans la cour. Et quand ils mangeaient, ils ne se doutaient pas qu'ils mangeaient sur une maie où il y avait la farine blanche et les armes dedans. Mon papa était chasseur dans le temps, les armes, un fusil de chasse. Mais enfin, les armes et la farine, il n'a jamais vu qu'ils mangeaient sur une maie. Et tous les jours, il passait devant ma grand-mère pour demander si ces hommes n'avaient pas manqué de respect à ma maman et à ma tante, parce que leur mari était à la guerre, et c'est eux qui faisaient tourner la ferme. Et tous les soirs, ils faisaient faire le garde-à-vous devant ma grand-mère pour la saluer. Et il y avait un soldat dans cette équipe qui nous prenait dans ses bras et qui nous emmenait dans son camion, nous donnait du chocolat. Il embrassait ma grand-mère, lui disait « J'ai la même en Allemagne ». Et tu vois, j'ai pas des mauvais souvenirs. Bien sûr, je te raconte plus. J'ai vécu quand Genlard a brûlé. Genlard a été beaucoup, beaucoup sinistré. L'usine que je t'ai montrée, elle a brûlé. L'hôtel de ville a brûlé. On avait un café qui a brûlé, un autre café, l'hôtel de la gare, tout ça. Et moi, on était dans un espèce de pré, assez surélevé, on voyait la fumée partout. J'ai tout vu brûler, Genlard. Et quand il y avait autre chose, ça, les enterrements. Genlard, il y avait la ligne de démarcation, c'est-à-dire, tu avais la zone libre et la zone occupée. Et quand il y avait des enterrements, de l'église pour aller au cimetière, il fallait qu'ils aillent passer la zone. Et les gens la passaient comme ça pendant les enterrements, ils passaient en zone libre. Tu vois, c'est quand même à raconter ça. Ils profitaient qu'il y avait un enterrement, ils se mettaient dans la foule, parce que maintenant, tu ne fais plus de cortège. Mais avant, tu faisais des cortèges de l'église au cimetière. Et là, ils profitaient de se mettre dans le cortège, qu'aller à l'enterrement, et ils passaient en zone libre. Hein? Et ça, si je te le dis, c'est que j'ai vu. Mais ça, je me rappelle, moi, je te dis ce que je me rappelle, tout le long de la route, je ne sais pas où j'habitais, mais il y avait, je pense que c'est les Allemands qui avaient dû faire planter des platanes. J'ai vu planter les deux cantonniers, faire les trous et mettre les platanes, qu'on poussait d'ailleurs très vite. Il paraît que c'était pour faire du papier. Et quand ça a été, la guerre a été finie, quand les Allemands sont enlevés, les maquisards avaient coupé les platanes pour leur couper la route. Et ils sont tous venus
tourner dans la cour de ferme chez nous, que ça faisait vilain, tu penses que... Hein, on a dit, ils vont nous brûler. Mais non, ils n'ont rien fait. Mais la guerre était finie là. Mais ils s'en allaient. Mais ça, on était dans le grenier avec la grand-mère, nous disait, ce coup-là, on va passer on brûlerait, mais Genelard a été vraiment, vraiment sinistré. Hein. Premièrement, il y avait, l'usine, là, ils faisaient du matériel de guerre pendant... Et tu vois, c'était par là en 42, 40, je sais pas à peu près, mais je m'en rappelle vraiment bien de ça. Hein. On avait une grand-mère que nous gâtait. Quand les parents nous disputaient, la grand-mère nous emmenait dans la chambre et nous donnait un bout de chocolat. Non, mais grand-mère magnifique. Surtout la grand-mère paternelle, parce qu'on vivait avec elle. J'ai eu mes autres grands-pères, mon grand-père et ma grand-mère maternelle, je y allais qu'en vacances. Alors, j'avais pas la même amour avec eux qu'avec notre grand-mère. Bon Dieu, je savais pas quoi nous faire. Je couchais avec elle quand j'étais petite. Et avant d'aller au lit, j'ai jamais bu de ma vie, mais avant d'aller au lit, on buvait notre petite tasse de lait avec une petite goutte de rhum dedans. Alors, personne n'y savait. Alors, quand le matin, tout le monde se levait, il manquait du lait dans la casserole. On se demande le lait quand même. On en a bu avec la mémesse hier soir, on a bu le lait. Mais il mettait tout le temps une petite goutte de rhum dedans. Mais j'aimais bien. Moi, j'en avais une goutte, hein, pour me dire. Mais voilà, et je couchais avec elle. J'ai bien couché avec elle jusqu'à 10 ans. Parce que après que mon grand-père était mort, tu vois, mon grand-père est mort en 40, j'étais 36, tu vois, j'ai tout le temps couché avec elle. Jusqu'au moins 14 ans au moins. Ah ben ça, la grand-mère, elle nous a élevés autant que nos parents, hein, puisqu'on était dans la même maison. Annette, on l'appelait Nana. On disait la Nana. 105 kilos, hein. Grande femme, belle femme. Ça marchait avec elle, hein. Tel que commandait, on ne faisait rien sans que la grand-mère le demande, dise. Elle commandait ses deux belles-filles. Hein. Ma tante faisait le ménage, était de ménage, et ma maman était du travail extérieur. Les cochons, les volailles, les trucs comme ça. Ils avaient chacun leur travail. Quand on faisait des fois l'après-midi, on faisait... Ils cousaient, moi je cousais pas, hein. Je sais pas ce que je faisais, mais enfin... Quand il arriverait 4h30, il disait à ma maman, « Tu sais, Alice, je crois bien que les cochons ont faim, ça commence le grenier. » Tel que... Et tout le monde filait, hein. S'il y en a une... Parce que comme ma cousine, elle avait 2 ans de plus que moi, il y en a une que lavait, l'autre balayait, le lendemain c'était le contraire, tu vois. On s'est tout le temps bien accordé, hein. Il fallait bien. Hein. C'était comme ça la vie. Hein. En 1947, j'ai été 47-48 et j'ai eu mon certificat en 50. Parce que comme je suis de la fin de l'année, j'aurais dû y aller qu'à 12 ans. Mais j'y suis allée, j'avais pas mes 12 ans encore. Je les ai eus qu'au mois de décembre. J'ai fait 3 ans d'internat. Et j'avais une sœur, elle m'adorait. On était dans le dortoir, une quarantaine, tu sais, sur deux rangées. Elle bordait les filles tous les soirs. Et c'est moi qu'elle bordait la dernière. Et tout le temps, je lui disais, pourquoi que tes sœurs, elle avait perdu son fiancé à la guerre. Et puis elle me causait, puis tu sais, elle me caressait, elle m'aimait bien. Et quand elle partait voir les vieux en ville à Paris, elle m'emmenait tout le temps avec elle. Et elle était gentille avec moi, cette sœur. J'ai eu des orgelets de Noël à Pâques, les yeux tous les matins collés. Tous les matins, elle venait pour me laver les yeux avant que je me lève. Et toutes les fois qu'elle partait en ville, elle disait « J'emmène Monique avec moi ». On allait voir les vieux, tu sais. Elle m'emmenait tout le temps avec elle. J'en ai tout le temps eu un bon souvenir. Je ne peux pas dire. Hein. Ah, je me rappelle. Marie-Thérèse, je crois qu'elle devait s'appeler. Thérèse. Et puis la cuisinière. Oh, la cuisinière, mais il est pareil, la cuisinière, il tout parle d'un morceau. Monique, tu veux venir au Pluche? Oui, je vais au Pluche, moi. J'allais tout le temps au Pluche. Oh, Brigitte, celle-là. Mais l'autre, il devait être Marie-Thérèse, qu'elle s'appelait. Oh, mais elle était gentille. Gentille comme tout.
Mais tu sais, les parents nous emmenaient pour le 1er octobre. Et on sortait que pour les vacances de Noël. Il n'y avait pas de Toussaint. Et puis de temps en temps, tes parents pouvaient venir te rendre visite. Mais tu penses bien que à la ferme, qu'ils n'avaient pas le temps de venir rendre visite. On ne les voyait pas des 6 mois, des 4 mois là. Ma maman est venue des fois, une fois. Il fallait qu'elle aille par le train. Il ne conduisait pas, il n'y avait pas de voiture. Alors, la pension était quand même loin de la gare. Pour l'avoir des fois une demi-heure. Et puis, ils n'avaient pas le temps. Ils n'avaient pas le temps. S'ils nous avaient mis en pension, il était déjà pour l'éducation. Et puis, ils n'avaient pas le temps de travail. Hein. Puis moi, je te dirais qu'en ferme, je travaillais beaucoup on travaillait beaucoup avec les hommes, nous, tu sais. On n'a jamais, après notre certificat d'études, je te dis, on est rentré à la ferme, il y avait tout le temps quelque chose à nous faire faire. Des fois, comme ça, on cousait. Moi, qui n'aime pas coudre. Mon papa venait, les gamines, vous venez? On va les faire ci, on va les faire là. Ramasser les cailloux, t'as qu'à regarder. Faire ramasser les cailloux, le lendemain de retourner, il y en avait autant, c'est le caillou. Hein. Ou alors écarter les taupes. Tu sais ce qu'il y a, les taupes, près? C'est les taupes qu'il y a dans les prés, tu sais, qui font des petits monticules de terre comme ça. Et bien, nous les faisions écarter. On te pense, alors avec ma cousine, on prenait le casse-croûte, on allait écarter 2-3 taupes, on se mettait à l'ombre, puis on cassait la croûte. Mais on ne pouvait pas nous endurer, mon papa, à être assis à faire de la couture, tu vois. Il fallait trouver autant qu'on trouve quelque chose. On allait au bal, les bals se faisaient les dimanches soirs. Et on rentrait, et ma maman qui nous emmenait au bal, hein. On allait au bal, t'es sûr que le lundi matin, on changeait les bêtes. Alors on nous faisait lever 1 heure plus vite pour aller aider à changer les bêtes, se mettre sur la route pour pas qu'ils passent de voiture, pour ouvrir les barrières. On aurait bien pas, on aurait pu attendre le mardi, hein. Non, non, on avait été au bal jusqu'à 2 heures, et ben on nous faisait lever. Mais toi, il était un peu, ben ça nous adressait, ça, tu comprends, hein? Oh, mais non. Voilà. Et on s'est mariés, tous à la ferme, à 20 ans. J'ai quitté la ferme à 20 ans. J'ai rencontré un mariage, il jouait de l'accordéon, et retourne-toi, tu vas voir l'accordéon derrière toi, en haut. Tu la vois, sur la petite armoire? Il jouait de l'accordéon, tu sais, ça m'avait peut-être tapé dans l'œil, ça, toi, avant le bonhomme. Et puis, on s'est mariés pas longtemps après. Je suis mariée, j'avais pas 20 ans. Et après, il est parti au régiment, il est parti en Algérie. Alors, on était mariés quand il est parti en Algérie. Hein. J'attendais le coco, là. Et je vais te dire, je me suis mariée un 16 juin. Alors, écoute bien dans ta tête. J'ai eu mon Pascal le 19 mars. Compte combien que ça fait. Du 16 juin au 19 mars. Ben, il fait 9 mois, 3 jours. Tu vois, on ne connaissait pas la pilule, hein. Il y a bien de ma nuit de noces, hein. Tu vois, là, tu rigoles, hein. Mais il est bien vrai. Parce que là, tu me demandes sur le machin, si j'avais eu des fréquentations, des machins comme ça. Ah bon, des copains, il n'en manquait pas, hein. Mais des couchers, il n'y en avait pas, parce qu'il n'y avait pas de pilule dans le temps, hein. Tu étais obligé de... Hein. Eh bien, je te dis, je me suis mariée le 16 juin, j'ai eu mon Pascal le 19 mars. T'as qu'à compter. Alors, après mon mariage, attends voir, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je me suis mariée, j'ai pris mon mari avait des parents qui avaient une petite épicerie en dessous de leur logement. Donc, on a pris l'épicerie pour avoir le logement. Mais je ne l'ai pas tenu longtemps, hein, parce que c'était dans un quartier pas loin de la ville de Monceau, que tout le monde allait en commission en ville avec le car. Je vendais ce qui leur manquait. Et là, c'était pour avoir le logement. Et mon mari travaillait à la mine. Donc, on est resté 6 ans là. Parce qu'elle était à l'école aussi là-bas. Et à 6 ans, quand elle a eu 6 ans, j'ai trouvé l'opportunité d'acheter le bistrot. Et on a acheté le bistrot en 62 et je l'ai tenu jusqu'en 86. Tu vois, j'ai passé toute ma vie là. Mes parents étant de Genlar, on venait souvent à Genlar. Et ce bistrot, mon papa, les chasseurs, tout ça, ils y allaient. Hein. Et puis un jour, il était en vente. Et mon mari avait eu un accident. Et il avait touché un petit pactole, donc un petit peu d'argent. Hein. Il dit, on prendrait bien le bistrot. Mon papa vous dit, qu'est-ce que tu vas faire dans un bistrot?
il voyait déjà, il y aura plein d'hommes, ils vont la courtiser, je pense, il pensait ça. Hein. Et puis ma femme, on s'embarquait dedans. Mon mari a continué de travailler à la mine, mais on travaillait tellement qu'il est parti de la mine, mais ça ne pouvait pas faire vivre un couple. Une personne seule, ça faisait beaucoup de travail, mais un couple, c'était juste. Alors il a laissé la mine après 19 ans et il est rentré dans une fonderie et puis on a tenu le bistrot à tous les deux, on pouvait se donner la main. Que quand on était là à la mine, il faisait les nuits, il faisait tout, on ne pouvait pas. Le matin, j'avais une femme de ménage de 7h à 8h30, 9h. Et moi, j'attaquais à 9h. Mais là, sans arrêt, il faut être dans le bistrot. Hein. Il y avait guère de temps mort. Même qu'il n'y avait personne, tu restes au bistrot pour parler avec ton client. S'il est tout seul, tu ne peux pas le laisser tout seul sur une table. Moi, j'étais tout le temps dans mon bistrot. J'arrivais à faire à manger debout parce que ceux de midi s'arrêtaient pour boire. Ils s'en allaient à midi et demi. Ceux que je venais pour ils étaient déjà là 1 heure pour boire un coup avant d'aller à l'usine. J'étais constamment dans mon bistrot, constamment. Tous les dimanches, je te dis, quand j'ai perdu ma maman, j'allais boire le café à la ferme où je suis née. J'avais une tante qui était là, j'y allais à 1h moins le quart, quand tout le monde était parti le dimanche. Et j'avais une petite porte sur le côté du bistrot, je la laissais ouverte. Et bien quand je venais, j'avais déjà les clients qui étaient assis sur la table, en train de jouer au tarot, ils m'attendaient, parce qu'ils savaient que je fermais jamais. Jamais. Je prenais que... Et on était longtemps qu'on prenait que 8 jours de vacances par an. Ni lundi, ni dimanche, ni rien du tout. Jamais un jour de fermeture. Alors je faisais de la tête de cochon, tu sais, que j'allais acheter une tête de cochon à l'abattoir, et avec ma maman, on faisait du fromage de cochon. Et puis, tu sais pas ce que c'est. Tu fais désosser une tête de cochon que tu cuis longtemps, tu la désosses toute et tu la mets en gelée. Ça fait mais tu as même mangé des fromages de tête, des fromages de cochon là. Eh bien ça, ils adoraient ça. Alors j'y faisais laver, mais ça faisait du boulot. Hein. Et puis des gratons, du saucisson, des fromages, oui, parce que quand ils avaient tout le temps quelque chose à arroser à l'usine. Un coup c'était la retraite, une autre fois c'était les vacances, une autre fois... Il y avait tout le temps quelque chose. Mais je faisais que des choses simples, tu vois, une omelette, je faisais pas des repas. Hein. Mais puis je prenais pas cher. Alors j'avais bien plus de traînes des fois sous l'assiette que je n'avais pas demandé. Et ce que me faisait beaucoup travailler, je te dis, c'était le hara. Parce que le hara, c'est des étalons qui arrivaient de Cluny pendant le mois de mars jusqu'au mois de juillet, à Genelard, presque en face de mon bistrot. Et tous les matins, tu as les paysans qui avaient beaucoup de chevaux, qui allaient en course, qui faisaient des concours hippiques, et ils venaient aux étalons avec leurs juments, et ils passaient au bistrot. Tous les matins, le vétérinaire venait pour voir les chevaux, et ça venait casser la croûte. Mais casser la croûte, il rentrait si bien vers moi dans la cuisine qu'il mangeait un bout de pain de fromage ou un bout de pain de saucisson. Mais tous les jours, je les avais. Et tous les gars buvaient le bon vin, le champagne, le whisky. Il faut voir ce que... Hein. J'avais un chevalin dedans. On l'amenait le beefsteak de cheval, on l'amenait la charcuterie de cheval. C'était familier. Hein. Il y avait des concours que se sont passés sur la place en face chez moi. Mais je te dis pas si ça dépotait. Hein. Même les femmes venaient m'aider, j'y arrivais plus. Hein. Je te dirais, en face de mon bistrot, il y avait le jeu de boules lyonnaises. Tu sais, à Genelard, ils sont bien boules. Et mon mari était président des boules. Alors, tous les soirs, ils venaient s'entraîner. Alors, jusqu'à 11h, je leur donnais le courant. Ben, la bière, ça passait. Et puis, les concours se passaient là. Puis après, ils ont monté, mais longtemps après, ils ont monté leur jeu de boules à l'extérieur du pays. Mais ça m'a fait bien travailler. Hein. Mon mari était président des boules, je ne sais pas combien d'années. Peut-être même au moins 5-6 ans, peut-être plus. Peut-être plus même. Hein. Mais je ne regrette rien. Hein. Je ne regrette rien du tout. Beaucoup de travail, mais il était le boulot. On ne pensait pas qu'on pouvait se reposer. D'abord, je ne pouvais pas, dites donc. Hein. Quand j'ai enterré mon pari le jeudi, le lundi, j'étais derrière le bar.
Il y en a des qui me disaient, t'es fatigué, il faut te reposer. Repose-toi donc, toi. T'ouvres pas le tiroir, il n'y a rien dedans, hein. Je me suis jamais arrêtée, hein. Jamais, jamais. Quand mon mari est décédé, ben, hein. J'avais un qui avait 13 ans, puis l'autre 18 ans travaillait, mais ils étaient à la maison, hein. Puis celui de 13 ans était allé à l'école encore, hein. Puis après, quand j'ai vendu mon bistrot, c'est parce que j'avais un de mes fils qui était bien malade, et puis qui était à l'hôpital, et pendant un mois, j'ai demandé une feuille, comment on allait déjà, je ne me rappelle plus. Enfin bref, je suis partie travailler 10 ans à Casino, ça s'appelait le Mammouth, pour finir ma retraite, parce que j'avais 52 ans quand j'ai tombé veuve. Hein. 52 ans? Non, 42. Le papa est mort à 45 ans. Hein. Oui, puis j'ai resté dans mon bistrot jusqu'à 52 ans. Mais je n'avais pas fini, je n'étais pas à la retraite. Et puis j'ai trouvé, faire des petits boulots, mais déclarés. Hein. Et puis une fois, j'ai servi quelqu'un qui était directeur de Mammouth en boucherie. Puis un jour, je lui ai dit, si un jour vous trouvez s'il y a du travail pour moi, vous pensez à moi. Pas de problème. Oh, 15 jours après, il m'embauchait. Il m'embauchait au poisson. Je ne voulais pas y aller, je dis, ils sont trop mauvais, j'y connais rien. Et parce qu'il n'était pas des poissons sous vide, il y était des morceaux de poisson, hein. Les lottes entières, les saumons entiers, du poisson. Hein. Et me voilà au marchand de poissons. La première cliente qui arrive un matin, une seule, madame. Hein. Heureusement qu'il y avait les étiquettes devant les poissons. Hein. Elle dit, vous voulez me la préparer? Ah oui, oui, oui. Heureusement qu'il y avait le gaz des légumes que passe, dis donc Philippe. Elle m'a demandé d'y préparer, comment qu'il faut faire. Oh, c'est pas difficile. Tu vois ça? Une deuxième que ça mène, 2 sols. J'y vais pas me faire chier tout le matin avec des sols. Et même ma foi, j'y ai pris sur le tard. Et puis après, tu sais, j'avais un livre sous la banquette, tu vois, un livre de cuisine. Alors, je regardais comment on faisait le poisson. Alors, quand il passait, vous pourriez me donner de la lotte, madame? Puis, tu sais, de la lotte entière, il y a des gueules comme ça, les lottes. Il y a une queue longue comme ça, mais la gueule est comme ça. La lotte, il n'y a pas d'arête dans la lotte, tu sais, il n'y a qu'un cartilage. J'y coupais comme si j'avais tout le temps coupé. Comment on y fait, madame? Oh, c'est pas difficile. J'en ai fait une la semaine dernière. Vous y faites comme un rôti de veau. C'est pareil. J'avais jamais mangé de l'autre de ma vie, j'avais même pas c'était. Mais j'y croyais, puis j'y emportais. Mais le saumon, il faut le dépioler, mais j'y faisais. J'ai travaillé 25 ans pour moi. Quand j'étais vers les autres comme ça, je travaillais comme pour moi. Or, tout le monde me disait, mais pas toi y faire ça, il est à ton chef. Mais j'y faisais toutes ces rotations de caisse et machin comme ça. Et puis la glace, parce que tu sais, le poisson était sur une étale, et toutes les heures, il fallait jeter de la glace dessus. Hein? Tu sais, hein? Ben, j'ai bien aimé. Puis après, ben, j'ai tombé. Je peux pas dire que c'était le cœur, mais je faisais des petits malaises, tu vois. Et puis la médecine du travail, elle dit non, il ne faut pas qu'elle travaille au froid comme ça, parce que tu étais tout le temps au froid dans la chambre froide. Hein. Et puis ils m'ont changé, tu vois. Un coup, j'étais à la boulangerie, mais ils me chauffaient tellement le dos. Moi, j'ai dit, moi, je ne suis pas là-dedans. Hein. Tu avais les fours à pain qui étaient derrière toi. Le ch'ti merdeux qui avait 35 ans, puis moi 50, me disait que j'allais passer vite. Oh, moi, je dis, moi, je ne peux pas aller plus vite. Hein. Et puis, ils m'ont mis au fromage. J'ai fini au fromage. Ah, c'était merveilleux. J'ai tout mangé, les fromages qu'il y avait, j'y ai tout goûté. Et puis, alors, tu sais, je finissais quand tout le monde, hein, parce que le poisson te finissait quand il était tout remballé dans les caisses. Hein. Ça, ben, il y a du boulot, là. Mais au fromage, ah, ben, j'y étais bien. Puis là, j'ai eu mon gamin qui était malade et j'ai demandé mon compte parce que pour le soigner. Mais là, j'aimais bien y aller. J'ai tout le temps été dans le commerce. Et j'étais populaire, pour ainsi dire. Hein. Tu vas m'emmener quelque part, tu vas dire, oh, mais la Monique. Tout le monde m'embrasse. Tout le monde me dit, ah, la Monique aussi. Il est vrai, mais 85 ans que je suis là, 88 ans que je suis là. Je connais tout le monde, pas les jeunes, mais les vieux. Je connais tout, tout. Non, moi, je ne peux pas dire que... Et puis, il faut dire que j'ai 2 cocos, là, hein. Heureusement que je les ai.
Mais autrement, je ne me plains pas de ma vieillesse. Oh, ben il y a des hauts, des bas. Mais il y a pire.